Comme vous le savez peut-être, l'économie occupe une place centrale dans notre société et de nombreuses décisions politiques sont en fait motivées par une finalité économique. On la retrouve donc notamment dans les débats publics où l'on voit toutes sortes d'économistes s'écharper sur de nombreux sujets comme le pouvoir d'achat, l'imposition, l'inflation, le chômage ou encore la dette. Tous ces débats sont en fait là pour répondre à une unique question un peu obsessionnelle, est-ce que le pays va bien économiquement ? Un des indicateurs clés en économie, c'est le produit intérieur brut, appelé PIB, qui représente la valeur de ce qu'un pays produit sur une période donnée. C'est un indicateur qui est critiqué de toutes parts, mais qui reste pertinent pour mesurer l'activité économique du pays. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est non pas le PIB, mais la croissance du PIB par habitant. Donc, on prend le PIB qu'on divise par le nombre d'habitants et on va étudier son évolution au cours du temps. C'est cet indicateur qui traduit le mieux la dynamique économique d'un pays. La question à 1 milliard devient alors d'où vient la croissance du PIB par habitant sur le long terme ? Et c'est précisément la question à laquelle Philippe Aghion, lauréat du prix Nobel d'économie 2025, a tenté de répondre. Et sa réponse tient en 2 mots, l'innovation technologique. Dans cette vidéo, je vais donc tenter de résumer ses travaux qui lui ont permis d'obtenir le Nobel. Et évidemment, c'est pas en 10 minutes que je vais pouvoir tout résumer, donc il y aura quelques simplifications. Le travail d'Aghion peut se résumer en 2 axes principaux. Premièrement, pourquoi l'innovation technologique est-elle la source de la croissance économique ? Et deuxièmement, quels sont les mécanismes qui permettent de favoriser l'innovation technologique ? Pour répondre à ces 2 questions, Aghion procède en 2 temps. D'abord, il revient sur l'histoire de la croissance et l'innovation pour comprendre quand et pourquoi certaines économies décollent. Puis il revient au présent et s'appuie sur des données beaucoup plus fines et modernes sur les entreprises, les pays et les brevets notamment pour tester ses idées et affiner son modèle. Le concept clé pour Aghion, c'est la destruction créatrice. Une idée héritée de Joseph Schumpeter qui nous dit que l'économie progresse parce que des innovations apparaissent, s'imposent, puis remplacent ce qui existait avant et le rend obsolète. C'est une idée novatrice pour l'époque car au début du XXe siècle, on pensait surtout que la croissance provenait de l'accumulation de capital, l'épargne, la population et la quantité de travail. La destruction créatrice permet alors de passer d'un modèle statique à un modèle dynamique. Alors comment fonctionne cette destruction créatrice ? Concrètement, si une entreprise innove, elle va prendre de l'avance et gagner des parts de marché. C'est la phase créatrice. Mais cette avance est rarement éternelle, parce que d'autres innovent à leur tour et la technologie précédente devient obsolète. L'ancien leader perd alors des parts de marché, c'est la phase destructrice. La destruction créatrice est donc un phénomène de renouvellement permanent des acteurs économiques. Ce point est absolument fondamental. Une économie dynamique accepte et organise ce renouvellement. Elle permet à de nouveaux entrants d'arriver sur le marché, elle autorise des expérimentations et elle tolère les échecs. Tout ça dans le but de voir les meilleures idées s'imposer. Vous connaissez tous des exemples de destruction créatrice parce que l'histoire en est remplie. C'est l'email qui remplace le courrier physique, le DVD qui remplace la cassette, le streaming qui remplace à son tour le DVD, et la liste est sans fin. Que ce soit le e-commerce, le paiement par carte, la photographie numérique, ou encore les smartphones. Toutes ces innovations sont le fruit de la destruction créatrice. Elles remplacent une technologie déjà existante. Et c'est précisément ce renouvellement qui crée de la croissance. Quand une innovation s'impose, elle permet souvent de produire plus avec la même quantité de travail et de capital. C'est ce qu'on appelle un gain de productivité. En parallèle, la destruction créatrice réalloue les ressources, le capital, la main-d'œuvre et les talents quittent progressivement les activités devenues moins efficaces pour aller vers les plus performantes. Finalement, l'économie produit davantage de valeur par habitant, ce qui fait croître durablement le PIB par habitant. Donc maintenant, si la croissance économique dépend de ce renouvellement, la grande question revient à se demander comment favoriser la destruction créatrice. Et l'un des facteurs décisifs, c'est la possibilité pour de nouveaux acteurs d'entrer et de contester les positions acquises. C'est ce qu'on appelle en économie la concurrence. Pour Aghion, la concurrence stimule l'innovation, mais pas de manière infinie. La relation est souvent décrite comme un U inversé que vous avez à l'écran devant vous. Expliquons cette courbe. À gauche du graphique, quand un marché est trop protégé et donc que la concurrence est faible, les entreprises installées peuvent vivre sur leur rente. Elles n'ont pas besoin d'innover et donc il n'y a pas de croissance. Dans ce cas, plus de concurrence fait du bien à l'économie. La pression augmente et l'innovation devient une question de survie. Les entreprises innovent pour garder leur place de leader. Mais
si maintenant on se retrouve à droite du graphique, la concurrence devient extrême au point de faire disparaître presque toute perspective de gain. L'incitation peut alors se retourner car investir en recherche et développement coûte cher, c'est risqué et si les profits espérés deviennent trop faibles, beaucoup d'entreprises vont renoncer à innover. On se retrouve alors avec une économie qui stagne et il faut donc réduire cet excès de concurrence. Un exemple célèbre pour illustrer la partie gauche du graphique est celui de la ville de Venise. Au XIIIe siècle, Venise est l'une des villes les plus riches du monde. Cette richesse provient essentiellement du commerce maritime puisque, comme vous le savez, la ville est extrêmement bien située géographiquement. Le commerce maritime demande beaucoup d'investissements qui ont peu de chances d'aboutir. La ville met alors en place la politique de la commenda, qui permet en résumé de partager à la fois les risques et les bénéfices entre plusieurs acteurs. Cette politique permet l'essor économique de la ville. Mais à la fin du XIIIe siècle, tout s'arrête avec la serrata. Cette nouvelle politique donne des privilèges absurdes à ceux qui étaient déjà en place et rajoute des contraintes aux nouveaux arrivés. Le recours à la commenda est également interdit. La conséquence de tout cela va être un déclin économique et une population qui va décroître pendant que le reste du monde voit sa population augmenter. Maintenant qu'on a compris pourquoi la concurrence est le mécanisme clé dans l'innovation, reste à savoir quel rôle l'État peut jouer pour favoriser une concurrence saine. On croit souvent à tort qu'une bonne politique de concurrence est une politique du laisser-faire. Or, c'est plus subtil que ça. Pour Philippe Aghion, une bonne concurrence nécessite l'intervention de l'État. Les deux moyens principaux qu'a l'État pour favoriser l'innovation, c'est d'abord d'assurer la protection des innovateurs, en faisant notamment respecter les droits de propriété et les rentes d'innovation. Et la deuxième chose à faire, c'est d'empêcher les anciens innovateurs de bloquer les futures innovations des autres. Alors pourquoi faut-il protéger les innovateurs? Eh bien, je vais laisser le maître parler qui explique ça très bien. De l'innovation, c'est important de protéger en particulier les droits de propriété. C'est important parce que si n'importe qui peut venir imiter mon innovation, me copier immédiatement, eh bien à ce moment-là, je perds les rentes de l'innovation. Et du coup, ça décourage. Si j'anticipe que mes rentes ne sont pas protégées, que je n'ai pas, par exemple, un système de brevet ou d'autres formes de protection, eh bien, je ne serai pas incité à innover. D'accord? Donc, on voit bien qu'il y a un rôle. Et là, il faut que les droits de propriété eh bien, soient garantis par quelqu'un. Donc, il faut un système avec une justice, une police, il faut une coercition. Donc voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Détaillons quand même un peu cette histoire de brevet. Le brevet, c'est tout simplement un pacte. On accorde un monopole temporaire, mais en échange, on demande la publication de l'invention. Cela encourage la divulgation et donc le progrès cumulatif. D'autres peuvent apprendre, améliorer, contourner et compléter l'innovation. Le brevet peut également être une source de rente en autorisant son exploitation contre une rémunération. A l'inverse, quand il n'y a pas de brevet, les inventeurs pensent qu'ils ne seront pas protégés et ils vont donc garder secret leur découverte. C'est historiquement ce qu'on a observé avec par exemple les verriers de Murano à Venise ou encore la porcelaine chinoise. Revenons rapidement sur le deuxième point qui est, je vous le rappelle, d'empêcher les innovateurs d'hier de bloquer les futurs innovateurs. Pour ce faire, l'État doit empêcher l'émergence d'acteurs trop influents et cela passe par deux choses. Premièrement, un contrôle strict de la corruption et deuxièmement, par le démantèlement de monopoles car le plus grand danger de la croissance, c'est son opposé, c'est-à-dire la situation de monopole. Donc voilà, maintenant que vous avez fait tout ça, l'innovation se met en marche et votre économie explose. Mais très vite, une question se pose. À qui profite cette croissance et est-ce que l'innovation ouvre des opportunités ou bien creuse les inégalités ? L'innovation joue essentiellement deux rôles dans l'espace social. D'un côté, elle peut accroître les inégalités puisque les gagnants de l'innovation vont capter des rentes importantes. On peut voir alors émerger des entreprises superstars, c'est-à-dire quelques acteurs qui prennent une grande partie du marché, notamment dans des secteurs où les effets de réseau et la concentration sont forts. Mais d'un autre côté, l'innovation peut augmenter la mobilité sociale, car si l'économie est ouverte à l'entrée et si de nouveaux acteurs peuvent challenger les acteurs dominants, alors l'innovation devient un ascenseur social. Elle permet à des individus ou à de nouvelles entreprises de dépasser des acteurs déjà installés. Le point clé est donc l'écosystème que l'État développe avec des mesures pour favoriser l'accès à l'éducation, aux compétences et au financement. Et surtout, il doit établir des règles qui évitent que les positions dominantes se transforment en forteresses. Si l'entrée est bloquée, l'innovation devient une rente concentrée entre quelques mains. Si l'entrée est possible, l'innovation peut devenir une opportunité. La grille de lecture d'Aghion sert aussi à comprendre ce qui se passe quand le moteur de l'innovation se bloque. C'est là qu'interviennent deux concepts clés, la trappe de sous-développement et la stagnation séculaire. On commence avec la trappe de sous-développement qui touche les pays pauvres. En effet, dans ces pays, la productivité est généralement faible, ainsi que les revenus, et donc on investit moins dans l'éducation, les infrastructures et les entreprises efficaces. La productivité reste alors très faible. Souvent, le problème n'est pas juste un manque d'argent, mais un manque de cadre. Trop de rentes,
trop d'instabilité, trop de barrières à l'entrée, trop de corruption, donc pas de destruction créatrice. C'est ce qui arrive à certains pays producteurs de pétrole par exemple, car une fois que la rente du pétrole est en place, elle crée des incitations perverses à base de clientélisme et de corruption, ce qui empêche par exemple le financement public de l'éducation pour créer de nouveaux talents et favoriser l'innovation. On passe maintenant aux pays riches qui eux aussi peuvent voir une diminution dans l'innovation, c'est l'idée de stagnation séculaire. Alors, il y a beaucoup de choses à dire pour expliquer cette notion, mais l'idée centrale est la suivante. Dans les pays riches, on voit apparaître des entreprises qui sont à la frontière technologique, c'est-à-dire qu'elles font les innovations les plus avancées et les plus complexes. Ces entreprises apportent alors une haute valeur ajoutée, mais comme elles sont très puissantes technologiquement, les entreprises concurrentes n'arrivent plus à suivre et l'écart se creuse au fil des années. Et ce mécanisme-là fait que vous vous retrouvez avec des monopoles, donc moins d'innovation et donc moins de croissance. Faisons un rapide résumé de la pensée d'Aguillon. La prospérité moderne repose sur l'innovation et l'innovation repose sur des institutions qui permettent le renouvellement. La destruction créatrice explique pourquoi la croissance est un processus de remplacement et non pas d'accumulation tranquille de capital comme on le pensait à l'époque. La concurrence est le moteur de l'innovation, elle a donc besoin d'être bien réglée par les États. Les politiques publiques doivent donc se porter garant d'une concurrence saine en évitant les monopoles et la corruption. Voilà donc ce qu'on pouvait raconter sur notre prix Nobel national. Alors évidemment sa théorie est bien plus complexe que ce que je vous ai raconté là. On aurait pu parler des rapports entre croissance et réchauffement climatique, de l'importance de l'État dans le système de santé, juridique, dans la formation des travailleurs. Aguillon analyse aussi le système chinois, le rôle de l'IA dans le futur de l'économie et encore bien d'autres choses. Je ne peux que vous encourager à aller écouter ces cours du Collège de France en ligne ou si vous avez l'occasion sur place à Paris, vous verrez c'est magnifique. Vous avez devant vous des dizaines d'heures d'analyse économique. Je voulais finir cette vidéo par une petite note personnelle car j'ai remarqué après l'obtention de son prix que de nombreux hommes et femmes politiques l'ont attaqué en expliquant que c'est un horrible libéral qui serait pour la destruction de l'État social. Monsieur Agion, par exemple, je ne partage pas ces thèses. Voilà, pour être très clair, ce sont des thèses que je considère comme néolibérales. Systématiquement, il est pour détruire la protection sociale. Donc, pour toutes ces personnes-là, voici quelques petits extraits qui devraient vous faire changer d'avis. Et puis on a du soft power, c'est-à-dire que le soft power, c'est d'abord que la démocratie et la liberté, c'est en Europe d'abord. Le modèle social, c'est en Europe d'abord. L'environnement, c'est chez nous. Et que vous n'avez pas mis en place des systèmes de formation, une flexi-sécurité, un système éducatif, là alors vous créez le pire, parce que vous créez des gens, toute une classe de catégories de gens qui commencent à se suicider, qui commencent à être malheureux, et là vous êtes partis dans les plus mauvaises directions. Et jouer sur le fait qu'on a aussi ce modèle social qui est formidable. Quand même l'espace de liberté et de démocratie, pour le moment, nous n'avons pas un Trump en France, j'espère que nous ne l'aurons pas, hein. Voilà, nous avons la démocratie et la liberté. Je ne conseille pas le modèle éducatif américain en primaire, secondaire, enfin, sauf quelques écoles très choisies. Le Covid a servi de révélateur. Aux États-Unis, il a montré les limites du modèle social américain. Voilà, je ne veux pas l'arrivée du Rassemblement national en France, je ne veux pas. Je suis aussi pour la mise à plat de certaines niches fiscales qui sont utilisées de manière abusive. Il y a la niche du trade et il y a également le recours au holding familial abusif. Maintenant, il faut faire davantage. C'est pour ça que moi j'ai mentionné taxation sur les hauts patrimoines et vraiment être beaucoup plus dur sur l'utilisation des niches du trade et holding, etc. On a voulu que les hôpitaux deviennent rentables et on a été trop il y a eu des réformes qui ont été faites dans le système hospitalier qui, à mon avis, n'ont pas été de très bonnes réformes, et j'ai jamais poussé pour elles, personnellement. On sait qu'il y a des enfants très intelligents issus de familles défavorisées qui ne peuvent pas leur donner le savoir ou les aspirations pour devenir innovateurs ou être dans le processus. C'est-à-dire qu'on augmente la flexibilité, on rend plus facile d'embaucher et de débaucher des travailleurs, mais en même temps, il faut des garanties de revenus et de la formation professionnelle. Un bon système éducatif, un bon système de santé, ça c'est le modèle que moi j'ai toujours prôné. Ce sont des thèses que je considère comme néolibérales. Systématiquement, il est pour détruire la protection sociale.